Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder une affaire criminelle qui est très connue. Aujourd'hui, ça fait très longtemps d'ailleurs, on va parler d'un tueur en série. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à l'histoire d'Ed Kemper. Qu'est-ce que je pourrais mentionner qui n'a jamais été mentionné? Mais pas grand-chose, parce que Ed Kemper est un tueur en série hyper connu, qui a fait le tour du monde. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses crimes. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît vraiment les fonds de sa pensée? Est-ce qu'on connaît vraiment sa psychologie? Dans mes recherches, j'ai décidé de me plonger carrément dans ce qu'il est, pour pouvoir le dépecer de ses pensées, de sa psychologie, de son environnement, de son enfance. Aujourd'hui, on va tenter d'entrer dans le regard d'Ed Kemper sur la vie, sur ses relations, mais également sur son environnement. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on entre dans la tête d'Ed Kemper. On croit toujours à tort et à travers que l'histoire d'un criminel débute le jour de sa naissance. Mais en réalité, dans les vrais faits, son histoire débute même avant sa conception. Clarnell Stage et Edmund Emil Kemper étaient un couple marié depuis plusieurs années, qui avait déjà des enfants et qui vivait dans une maison, dans un mariage très hostile et très toxique. Clarnell avait des relations avec les hommes toxiques. Oui, en effet, avec le peu d'informations qu'on a, mais avec l'énorme information sur sa relation avec son fils, mais également avec son mari, on peut constater qu'elle a peut-être vécu des abus lors de son enfance. Ce qui fait qu'elle a grandi avec l'image qu'un homme, c'est mauvais, c'est toxique. Et pour ne pas que cet homme me domine, eh bien, je dois dominer. Alors, au fur et à mesure des années, ainsi que de leur mariage, Clarnell devient très dominante et toxique envers son mari Emil. Elle ne parle pas, elle crie. Elle ne donne pas, elle lance. Elle est violente, elle est manipulatrice, et tout ce qu'elle fait pour son mari, c'est violent. C'est de la violence pure et simple. On se retrouve donc le 18 décembre 1948. Clarnell Stage est à l'hôpital. Elle donne naissance à son fils. Un fils qu'elle n'a jamais voulu, un fils qu'elle déteste déjà et qu'elle détestait déjà alors qu'il était encore dans son ventre. Emil est saoul, comme la plupart du temps. Oui, il se saoule pour pouvoir amortir la toxicité de sa femme, pour pouvoir essayer de geler un peu sa peine et essayer de retrouver un semblant de masculinité. Parce que oui, au fur et à mesure des années avec le mariage avec Clarnell, il a perdu ce qu'il était au départ. Un homme qui avait fait l'armée, un homme qui était un homme. Avec Clarnell, il est castré. Il est castré de cette masculinité-là. Alors il est saoul la plupart du temps. Et Emil et Edmund Kemper va grandir dans une famille déchue. Il a peur. Il a sans cesse peur. Peur de quoi? Peur de sa mère. Peur de ce qu'elle pourrait lui dire, de ce qu'elle pourrait lui faire. Et avec raison. Clarnell déteste Ed Kemper, son fils. Elle le hait du plus profond de son être. Tandis que Ed Kemper grandit, il va constater que lui et son père vivent la même chose. Ils vivent les mêmes humiliations et les mêmes dévalorisations. Et Clarnell, eh bien, lorsqu'elle voit que Ed et que Emil se rapprochent pour essayer de se supporter, de s'aider là-dedans, dans cette famille, dans cette maison toxique, eh bien, Clarnell ne manque jamais aucune occasion de se mettre entre les deux. Elle veut donc les séparer pour qu'ils soient moins forts. Cette mère de famille ne démontrera jamais aucun signe d'amour, ni même d'affection envers son fils. Et ça, évidemment, ça va troubler sa psychologie, ça va troubler l'évolution et le développement de son cerveau, comme on le connaît maintenant. Dès ses 5 ans, Ed Kemper va comprendre que pour sa mère, lui, c'est un problème, un gros problème.
un problème qui est brisé, un problème qui est cassé, qui est irréparable. Alors, le petit enfant va grandir, avec son âge, ses 5 ans, avec l'image de lui qui n'a jamais été voulu, il n'a jamais été aimé non plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand personne nous aime? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un être qui n'était pas désiré? Eh bien, inconsciemment ou consciemment, le cerveau de l'enfant va se dire « Je dois alors m'aimer plus que je dois aimer les autres. » Et c'est à ce moment-là que ce problème-là peut évoluer et devenir très, très dangereux. À l'âge de 9 ans, soit en 1957, Émile, qui est fatigué des humiliations, fatigué d'être dévalorisé, fatigué de ne plus être un homme, fatigué d'être rejeté, reclus et solitaire dans sa propre maison, décide de quitter le foyer familial et demande donc le divorce à Clarnell. C'est donc à ce moment-là que Ed Kemper va comprendre que la seule figure de sécurité qu'il avait l'abandonne. Il se sent abandonné et il se retrouve donc aux mains de son bourreau, sa mère. Et tout va lui retomber dessus maintenant qu'il est le seul garçon dans la famille. On sait que Clarnell va déménager dans le Montana à Helena, dans une maison où Ed Kemper va être banni de toute chaleur et de toute sécurité parentale. Il va donc se retrouver à devoir vivre dans un sous-sol froid, humide, sans chaleur et sans amour. C'est dans ce sous-sol-là que ses pensées vont être emmenées vers des pensées toxiques, des pensées qui sont hors normes. Dans ce sous-sol qui sera mal éclairé, qui va dormir sur un lit de camp avec une petite lumière qui est une ampoule fixée au plafond. Et pour pouvoir l'allumer, il faut monter les escaliers du sous-sol et allumer l'interrupteur et redescendre. C'est dans ce sous-sol que ces nuits seront plongées dans l'obscurité, dans la peur et la terreur, des bruits que les murs font, mais également des tuyaux qui se retrouvent dans le plafond. Il sera dans le noir et devra s'endormir seul tous les soirs pendant plusieurs années. Et c'est dans ce sous-sol-là qu'une question va lui revenir en tête sans cesse. Et une question où il n'obtiendra jamais de vraie réponse. Pourquoi moi? Clarnell, pour explication, va mentionner à son fils qu'elle a peur que son fils fasse du mal à ses sœurs. Comme si, déjà, au départ, Clarnell voyait en ce petit garçon un monstre, un gros problème qui est cassé et un problème qui pourrait s'en prendre à ses filles, à ses sœurs à lui. Alors, pour protéger sa famille, c'est là qu'elle a trouvé l'astuce d'envoyer Ed au sous-sol. Par simple mesure de sécurité. Par simple mesure de sécurité aux dépens de la santé mentale de son fils. Éloignant de toute sociabilité familiale, ce sous-sol deviendra donc à partir de cet instant la prison mentale d'Ed Kemper. Une prison qui va le conduire à développer des fantasmes sanglants pour ensuite devenir des fantasmes sexuels et, plus tard dans sa vie, des fantasmes réels. À cause du manque de sociabilité familiale que Clarnell lui prive, à l'école, Ed Kemper n'avait aucun ami. Il n'avait personne avec qui parler. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas éduqué de façon sociale. Il ne savait pas comment tisser des liens avec les autres élèves. Il se faisait harceler, intimider, humilier. Il était grand, il était gros, il était hors norme, tout simplement. Alors à l'école, il se voit comme quelqu'un d'hors norme. À la maison, il est rejeté, il n'est pas aimé, personne l'aime et la seule figure de sécurité et la seule figure d'amour qu'il avait eue dans toute sa vie l'a abandonné. Son père est parti. À la maison, Clarnell lui reproche sans cesse sa grandeur et son poids. Elle a peur, son fils continue sa maturité, son fils continue de grandir et il grandit. Il devient très grand et devient très très gros. Elle a peur de son fils et c'est pour cette raison qu'elle le déporte au sous-sol. En plus d'être gros et d'être grand, Ed est comme tous les autres hommes. Il est lâche, il est faible, il est ignorant. Il est finalement comme son père, la figure paternelle qu'il a toujours vu comme étant un héros. Pendant ce temps, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui bouille. C'est un mélange de rage, de tristesse, de colère, d'angoisse et de chagrin. C'est une tornade qui, dans quelques années, sera prête à exploser. Alors, dans ce sous-sol froid et humide, sans amour et sans chaleur, Ed, dans sa tête, commence à imaginer des scénarios.
Il commence à imaginer des choses qui sont sanglantes, qui sont meurtrières, qui sont terrorisantes pour des enfants dits normaux. Alors qu'au départ, il ne pouvait le montrer parce qu'il y avait Clarnell. Il fallait qu'il ait une figure, qu'il démontre quelqu'un de normal. Tandis que dans sa tête, tout se met à rouler si vite. À l'âge de 10 ans, il fut surpris par l'une de ses sœurs en train de jouer avec ses Barbies et a décapité la tête de cette poupée. Et c'est ainsi que la gradation de la violence va commencer. On sait que dans son enfance, Ed s'est souvent attaqué à des chats, les chats du voisinage, mais également le chat de la famille. Il lui aurait donc coupé la tête et l'aurait démembré et l'aurait enterré pour quelques jours plus tard, revenir le déterrer et voir ce que le chat était devenu. On sait que dans une de ses entrevues, il a raconté qu'une fois, il a enterré un chat vivant et que quelques jours plus tard, il est revenu pour voir si le chat était encore en vie et il l'a finalement démembré. On sait également que les jeux de Kemper ne ressemblent pas à des jeux normaux. Il ne joue pas aux poupées, il ne joue pas aux voitures, il ne joue pas à cache-cache non plus. C'est un enfant qui est tellement habitué d'être seul dans ce sous-sol qu'il s'imagine lui-même ses propres jeux. Il n'est pas éduqué en matière de sociabilité, il ne sait pas comment tisser des liens avec quiconque et ses jeux ne sont pas des jeux sociaux. En effet, il joue parfois avec ses sœurs, mais les jeux qu'il fait, c'est des jeux où il simule des exécutions. Parfois par la noyade, parfois par la chaise électrique. Il fait semblant d'être assis sur une chaise et d'être en train de se faire électrocuter. Ça fout la chienne à ses sœurs. Ses sœurs ont peur. Les années vont passer et les fantasmes d'Ed vont continuer de grandir et de grandir encore dans sa tête. Son imagination devient de plus en plus sanglante et de plus en plus meurtrière. Il dévie tranquillement vers le côté obscur, le côté criminel. Il en veut à sa mère. Il a gardé pendant toutes ces années une rage intérieure, une rage qui a besoin d'être exposée au grand jour. Mais comment le faire sans faire de mal à personne? Alors, c'est à l'âge de 15 ans que Ed, ne supportant plus sa mère, et je pense que d'une certaine façon, il voulait peut-être éviter de faire du mal à ses sœurs ou de faire du mal à sa mère, et c'est pour ça qu'il va quitter le domicile familial pour se rendre à Los Angeles, retrouver son père, essayer de recoller les morceaux avec lui et de pouvoir partager sa peine et sa douleur, essayant ainsi de se reconstruire. Lorsqu'il arrive à Los Angeles, il voit que Emile a refait sa vie avec une nouvelle femme. Et lorsque Ed va frapper à la porte, Emile répond et c'est là qu'il revoit le fantôme de son passé, son fils Ed. Il avait peu à peu réussi à se reconstruire en tant qu'homme libre, mais voilà que son fils revient, lui rappelant chaque matin les douleurs de son passé. Emile ne peut pas continuer sa guérison alors que son fils se trouve à ses côtés. Il ne peut pas non plus l'aider à se reconstruire, c'est impossible, il doit lui-même se reconstruire. Alors pendant la fête de Noël, il se rend chez ses parents à lui, donc les parents de Emile, les grands-parents d'Ed Kemper. Et il lui dit qu'il va rester là pour les vacances. Malheureusement, son père ne reviendra jamais le chercher. Et c'est à ce moment-là que Ed Kemper va comprendre qu'une deuxième fois, encore une fois, son père l'a abandonné. Il va encore une fois de plus comprendre que c'est un mal-aimé, un rejeté, un paria. C'est à partir de ses 15 ans que Ed Kemper va vivre à North Forks, en Californie, dans la ferme familiale de ses grands-parents, donc Ed Senior et de Maud. On sait qu'à la ferme, il y a des tensions qui vont commencer. Ed Kemper a été rejeté de sa mère toute sa vie. Il a également été rejeté 2 fois par son père et se retrouve chez ses grands-parents. Il a quand même une bonne relation avec son grand-père, mais Maud, sa grand-mère, lui rappelle tellement sa mère. Il y a une rancœur qui va s'installer contre Maud. Et Maud, si elle va avoir une rancœur contre Ed, Ed a des comportements bizarres, des comportements très étranges qui ne concordent pas avec la vie de ferme. Mais Ed dira plus tard dans une entrevue que l'autorité de sa grand-mère, Maud, restait quand même supportable. Il va donc être emmené à changer d'école et il va se joindre à l'école Joint Union High School où il va être décrit comme quelqu'un de très docile, de très calme, qui n'attire pas l'attention. Il causait aucun problème et ses notes scolaires étaient
dans la moyenne. Il entrait dans le lot, mis à part son poids et sa grandeur qui restaient tout de même hors normes. On sait que le grand-père de Ed Kemper va lui offrir un calibre 22 où Ed va découvrir une passion, c'est la passion de chasser. Il va donc chasser des petits animaux, donc des lapins, des canards, des oiseaux. Sa grand-mère Maude n'aimait pas vraiment ça, qu'il chasse les oiseaux, et elle lui rappelait souvent: ne va pas chasser les oiseaux. Et Ed Kemper faisait semblant de lui obéir, et par la suite, il se rendait dans le bois, derrière la ferme familiale, où il tuait beaucoup d'oiseaux. Contre, grosso modo, chez ses grands-parents, Ed semble aller un peu mieux. Évidemment, Maude est très autoritaire et lui rappelle sa mère, mais comme je l'ai dit plus tôt, ça reste quand même supportable. Alors là, malheureusement, pendant les vacances d'été, Maude et Ed Senior disent à Ed Kemper qu'il doit aller passer les vacances chez sa mère Clarnell. 2 semaines plus tard, Ed Kemper revient à la ferme familiale. Il n'en pouvait plus de sa mère qui est son plus grand et son plus gros problème. Et c'est là que Maude va constater qu'il y a un changement de comportement chez Ed Kemper. En effet, il est plus maussade, il est plus colérique depuis qu'il est revenu de chez sa mère. Il a comme régressé finalement. Tout au long de l'été, le comportement de Ed Kemper a régressé. En effet, 2 semaines chez sa mère a suffi pour que tout ce qu'il avait entrepris, du moins, pour essayer d'aller mieux, le refait rechuter. Donc, on se retrouve le 27 août 1964. Le 27 août 1964, Ed Kemper est assis à table avec sa grand-mère qui est en train de relire un manuscrit qu'elle a écrit. Elle examinait la lecture et elle corrigeait en même temps. Et là, Maude lève ses yeux pour regarder son petit-fils et elle lui dit d'arrêter de le regarder comme ça. En effet, souvent, Ed avait un regard qui fixait la personne qui était devant lui et c'était un regard vide, un regard sombre. Et Maude n'aimait pas ça. Alors elle lui a dit d'arrêter de le regarder et de s'en aller. Et là, Ed se lève et dit à sa grand-mère qu'il va prendre son calibre 22 pour pouvoir aller chasser des animaux. Sa grand-mère, une fois de plus, lui dit de ne pas tirer sur des oiseaux. Et elle continue de lire son livre. Elle se trouve dos à lui. Elle ne le voit pas. Et lui, il est sur le bord de la porte et regarde sa grand-mère. Il y a la colère qui va monter en lui, une rage insupportable. Et encore aujourd'hui, il ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, mais il a pris son calibre 22 et il a tiré sur sa grand-mère. Maude tombe sur le sol. Et Ed, malgré que sa grand-mère est déjà sur le sol, il va tirer 2 fois de plus. Ed, qui est soudainement pris de panique, va envelopper la tête de sa grand-mère dans une serviette et va tirer le corps vers la chambre principale. Il sait que son grand-père va revenir, il est parti faire des courses en ville et là il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Et malheureusement, il ne trouve pas 1001 solutions. Il n'a pas le choix. Il doit abattre son grand-père. Alors même que son grand-père revient de la ville, il stationne la voiture devant la maison familiale et débarque les courses. Ed retourne au salon et attend que son grand-père entre dans la maison. Son grand-père entre dans la maison et Ed lui tire dessus également. Après avoir commis l'irréparable et confronté à ce qu'il venait de faire, Ed va appeler sa mère Clarnell pour lui demander ce qu'il doit faire. Elle va immédiatement lui dire d'appeler la police. Ici, on peut voir à quel point, malgré les divergences que Ed a pour sa mère, il la voit quand même comme une figure d'autorité. Il est confronté à un problème et malgré le fait qu'il déteste sa mère, c'est elle qu'il va appeler parce qu'il ne sait pas quoi faire. Clarnell a toujours pris les décisions. Clarnell a toujours été la figure d'autorité, la figure qui gère tout. Ed, c'est un enfant, évidemment. Il n'a jamais rien géré et sans sa mère, on dirait que soudainement, il se retrouve nu. Il se retrouve confronté à tout ça et dans sa tête, il ne trouve aucune solution. Alors voilà pourquoi il l'appelle. Il va donc appeler la police qui va immédiatement arriver sur la ferme familiale. Ed va avouer les 2 meurtres et le cadavre de son grand-père se trouve au salon ainsi que celui de sa grand-mère qui se trouve dans la chambre principale.
Ed va être emmené au poste de police pour un interrogatoire où il va tout avouer, il va dire ce qui s'est passé dans les moindres détails et il va subir une évaluation psychiatrique où il va recevoir le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Il va donc être, dans la justice, reconnu irresponsable de ses actes et va être envoyé à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero. Il va entrer à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero le 6 décembre 1964, alors qu'il n'a que 15 ans encore. Et c'est dans cet établissement que Ed Kemper va trouver pour la première fois de sa vie une sécurité, mais également un cadre, une routine bien formée et bien faite. Mais il va également y trouver autre chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. En effet, il va découvrir qu'il est habile pour manipuler, pour mentir. Il est également très intelligent alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il va se découvrir des talents pour berner le personnel médical de l'hôpital. Il va donc travailler très fort et très dur pour obtenir justement le respect, mais également la confiance, notamment la confiance des psychiatres de l'hôpital. Et à un moment, le personnel médical va tellement avoir confiance en lui qu'il va même pouvoir s'occuper de faire passer les tests psychologiques aux autres patients. C'est à ce moment-là qu'il va apprendre les questions par cœur et ainsi pouvoir répondre exactement la bonne réponse pour pouvoir sortir de l'hôpital. Et rendu là, même que le personnel médical, notamment les psychiatres, vont douter de ce diagnostic de schizophrénie paranoïde. En effet, il ne présente aucun symptôme de schizophrénie paranoïde et ils vont même lui faire passer un test de quotient intellectuel. Le premier test de QI va s'avérer être 136, alors que le deuxième, 145, ce qui est vraiment beaucoup plus haut que la norme, et notamment le QI des citoyens des États-Unis. Les médecins vont lui accorder de plus en plus de responsabilités. Mais Ed cache un énorme secret. En effet, le masque de réhabilitation que Ed laisse montrer au personnel médical n'est pas vrai. C'est un faux masque. Et tout ça n'est qu'un jeu pour lui. C'est un jeu amusant pour lui, un jeu dangereux pour eux. Que devant le personnel médical de l'hôpital psychiatrique d'Atascadero, Ed démontre un homme en pleine guérison, un jeune homme qui est prêt à reprendre sa vie et à reprendre sa vie à zéro. Il a compris. Et les meurtres n'étaient pas une bonne solution. Il sait maintenant comment contrôler ses pulsions, comment contrôler sa colère, et il démontre vraiment un jeune homme en pleine guérison. Tandis que de l'autre côté des barreaux, lorsqu'il se retrouve avec les autres patients de l'hôpital, il écoute attentivement. Il écoute les gens parler, il écoute et observe. Il apprend des erreurs de ces patients-là. Il apprend quoi faire et quoi ne pas faire pour se faire prendre. Certains des patients sont des tueurs, d'autres sont des violeurs. Ce qu'il entend laisse place à son imagination de jeune tueur à en devenir. En effet, jusqu'à présent, Ed Kemper a fait 2 meurtres. Il n'est donc, selon le FBI, pas considéré comme un tueur en série. Mais son apparition à l'hôpital va lui laisser des séquelles dans son imagination, mais également dans sa psychologie, qui plus tard lui serviront. Il comprend alors, au fur et à mesure des mois, alors qu'il est enfermé dans cet hôpital, que ses fantasmes ne sont pas si perverses que ça, mais que ici, à cet hôpital, son imagination et ses fantasmes sont normales. C'est donc à Atascadero que Ed Kemper va apprendre à devenir un meurtrier qui ne laisse aucune preuve, aucun indice. Il va apprendre des autres patients quoi faire et il va comprendre leurs erreurs. Et il va faire en sorte de ne jamais faire les mêmes erreurs qu'eux pour ne plus jamais se retrouver dans cet hôpital. Parce que, en effet, le meurtre de sa grand-mère et de son grand-père a été fait sur un coup de colère, sans avoir réfléchi, sans avoir préparé le crime, mais aussi pendant le crime et après le crime. C'est donc à ce moment-là que Ed va se dire qu'il doit être plus intelligent et plus habile qu'eux. Il prit ces informations et les stocka dans sa tête, jusqu'au jour où il sera prêt. Le 18 décembre 1969, que Ed Kemper, à l'âge de 21 ans, va être enfin libéré de l'hôpital d'Atascadero.
Le psychiatre qui avait suivi et évalué Ed Kemper tout au long de son enfermement va mentionner à l'État qu'il ne devrait pas le remettre aux mains de sa mère Clarnell. Par contre, Ed Kemper, n'ayant personne dans sa famille qui peut l'héberger, n'ayant pas d'argent et pas d'emploi, l'État n'a nul autre choix que de remettre Ed Kemper à Clarnell. Une décision qu'ils vont regretter amèrement. Sorti d'Atascadero, il retourne chez celle où tout a commencé. Chez Clarnell, sa mère, qui n'a évidemment pas changé et qui lui rappelle à quel point Ed Kemper n'a pas sa place dans le monde. Le monde qu'il avait laissé 5 ans plus tôt avant d'y entrer avait complètement changé. Ed Kemper regarde autour de lui et son environnement n'est plus le même. On est dans l'ère des hippies. En 1969, dans les années 70, c'est là où la génération hippie a débuté. Les gens aux cheveux trop longs, qui se moquent de la police, qui fument de la drogue en pleine rue sans se soucier des conséquences. Alors que lui, son nouveau but ultime est de faire partie de cette police. Il voulait occuper un poste important, un poste qui lui permettrait de vivre dans les deux mondes, celui de la criminalité, mais également celui de l'autorité. Malheureusement, trop grand et trop gros, il fut refusé à l'école de police. Et oui, parce que ça a l'air même que dans la police, il y a des standards à ne pas dépasser. Ed Kemper va occuper plusieurs emplois après être sorti de l'hôpital. Il va devenir ouvrier, mais il va finalement se trouver un emploi qui va lui servir d'atout. C'est celui de la division des autoroutes. Dans cette division, son travail est de conduire, de rouler, de parcourir les rues, les routes, les autoroutes, de parcourir des ruelles, de parcourir des établissements, de s'assurer que la route est sécuritaire. Il peut ainsi parcourir les routes, parcourir les bâtisses, les forêts, les ruelles, et tout enregistrer ça dans sa tête. Après plusieurs mois avoir ramassé l'argent avec le travail qu'il faisait, Ed va décider de se louer un appartement avec une connaissance à lui. Il retrouve ainsi une semi-liberté et, comme refuge, il va se retrouver dans un bar en particulier, un bar qu'il va prendre comme deuxième maison. C'est un bar où les policiers et les adjoints se retrouvent après leur quart de travail pour discuter, pour parler de tout et de n'importe quoi, mais également des enquêtes sur lesquelles ils travaillent. Ed va se lier d'amitié, doucement, en étant très subtil. Il va se lier d'amitié avec ses policiers et ses adjoints, et il va finir par même obtenir un surnom. Par contre, Ed doit être intelligent et subtil. Il ne parle jamais des enquêtes, il ne parle jamais du travail de la police. Non, il va plutôt parler des armes et des munitions. C'est vraiment un des sujets qui l'attire le plus. Il aime les armes et il aime leur mode de fonctionnement également. Il va être fasciné par la police, Ed Kemper. Il va même troquer sa moto pour s'acheter une voiture de police qui a été banalisée. Il va également équiper sa voiture d'un émetteur radio, d'un microphone et d'une antenne. C'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à prendre des autostoppeuses. L'entraînement va donc commencer. C'est en prenant des autostoppeuses que Ed va apprendre quoi leur dire, quoi ne pas leur dire, comment se tenir devant elles, comment obtenir leur confiance sans obtenir leur méfiance. Et au départ, il va conduire ses autostoppeuses jusqu'au point où elle le voulait en toute sécurité, jusqu'en 1972. Alors que Ed avait tout appris ce qu'il avait besoin d'apprendre, après avoir élaboré son plan macabre. Donc après des années d'apprentissage, Ed Kemper va retirer l'antenne de sa voiture. Il va truquer la portière passagère pour que celle-ci ne soit pas capable de s'ouvrir de l'intérieur. Il va également équiper sa voiture d'un murder kit qu'il va laisser dans le coffre arrière de sa voiture. Et ce murder kit-là va contenir des sacs plastiques, des couteaux et des pistolets. On est le 7 mai 1972 alors que Ed Kemper est maintenant prêt. Il est maintenant prêt à mettre son plan dans la vie réelle. Il est prêt à ce que ses fantasmes deviennent réalité. Il va donc prendre Mary-Ann Pesk et Anita, qui sont deux jeunes étudiantes, en autostop. Il va les embarquer dans sa voiture et va se mettre à conduire. Les deux femmes ne sont pas méfiantes, elles lui font confiance, il a l'air très gentil, il est très drôle et il a de la conversation.
Par contre, Ed Kemper ne se rendra pas au point B où les filles avaient besoin d'aller. Il va se rendre dans un endroit désertique alors que les deux femmes commencent à se poser de sérieuses questions. Soudainement, Ed va sortir du dessous de sa voiture son arme et va les pointer sur la tête des deux filles. Il va placer Anita dans le coffre de sa voiture, tandis qu'il va revenir à la prendre Mary Ann à coucher sur le siège passager. Il va lui mettre un sac plastique sur la tête. Elle va réussir à faire un trou avec ses dents. Il va donc prendre son deuxième arme, son couteau, et il va la poignarder pour ensuite l'égorger. Il va retourner au coffre de la voiture, il va regarder Anita pour ensuite la poignarder avec un de ses couteaux qu'il avait mis dans le murder kit, un couteau qui est beaucoup plus long que le premier. Ensuite, il va emmener les corps de ses victimes dans son appartement où il va les déshabiller, il va les démembrer. Il va retourner dans un endroit désertique pour jeter les membres, mais va garder les têtes qu'il va garder pendant un certain moment dans son appartement. Pour que finalement, quelques semaines plus tard, il prenne les têtes et les jette dans un ravin. On sait que le corps et la tête de Mary Ann vont être retrouvés, mais le corps entier de Anita ne sera jamais retrouvé. En septembre 1972, Ed va repartir à la chasse où il va tomber sur l'une de ses plus jeunes victimes, Aikoku, 15 ans, qui était une ballerine qui faisait de l'autostop. Emmener sa victime dans les montagnes, il va l'étouffer et il va faire en sorte de jeter les mains et la tête dans un endroit différent du reste du corps. On sait qu'entre-temps, Ed Kemper a dû retourner vivre chez sa mère Clarnell et le 8 janvier 1973, il va aller au magasin d'armes, il va se procurer un calibre 22 malgré son dossier criminel qui n'a pas été regardé par le vendeur. Le même jour, il va prendre Cindy Schall, âgée de 19 ans, en autostop. Il va la forcer à monter dans son coffre. Il va lui tirer une balle dans la tête. Et puisqu'il est revenu vivre chez sa mère, il devra emmener le corps de sa victime dans sa chambre. Le lendemain, soit le 9 janvier 1973, un peu après que Clarnell soit parti au travail, qui d'ailleurs travaillait au campus de l'université où les autostoppers allaient à l'école, il va avoir des rapports sexuels avec le cadavre de sa victime. Il va ensuite la décapiter, il va retirer la balle de son crâne pour laisser aucune preuve et il va enterrer la tête de Cindy dans le jardin de sa mère, juste en face de la fenêtre de sa chambre. Rosaline Thorpe, 23 ans, ainsi que Alice Liu, 21 ans, vont avoir le même sort que toutes les autres victimes qui vont être kidnappées. Ils vont être mis dans le coffre de la voiture, ils vont être étouffés et vont recevoir des balles du calibre 22 d'Ed Kemper. Elles vont être démembrées, puis leur corps et leur tête vont être jetés dans les montagnes désertiques. Pendant tout ce temps, Ed a réussi à garder la confiance des policiers et des adjoints dans le bar dans lequel il se retrouvait. Ils continuaient de parler, d'avoir du plaisir ensemble, et Ed, selon les policiers, était un gros nounours, un homme qui avait de l'ambition, de l'humour, qui avait beaucoup de conversations et une grande intelligence. Ils ne se sont jamais doutés que les enquêtes sur lesquelles il travaillait, c'était lui, le criminel. C'était très bon pour avoir la confiance des gens autour de lui. C'était une de ces facettes de sa personnalité manipulatrice qu'il a réussi à se construire alors qu'il était encore à l'hôpital psychiatrique. 19 avril 1973, c'est là où il fera le dernier acte pour se libérer de sa mère. On est dans la soirée alors que Ed Kemper est affalé sur le canapé. Cette soirée-là, Clarnell Stage rentre très tard du boulot. Elle avait eu une très grosse journée. Lorsque sa mère entre, Ed Kemper monte à l'étage et va se coucher dans sa chambre. Par contre, il ne dort pas. Il attend. Il attend de longues heures avant de bouger. À 5 heures du matin, il se lève de son lit, prend un couteau et un marteau et il sort de sa chambre doucement. Il passe le long du corridor et se rend à la chambre de sa mère. Il ouvre la porte subtilement. Il s'approche du lit et la regarde dormir pendant un moment. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire sera le dernier acte de liberté, le dernier acte pour obtenir cette paix intérieure. Pourtant, la rage l'emporte sur le raisonnement. Il se met à frapper la tête de sa mère avec le marteau aussi sauvagement que possible, avec autant de force. Avec toute cette rage, cette frustration, cette colère, cette tristesse et cette amertume qu'il gardait cachée depuis toutes ces années en lui.
Il termine le massacre meurtrier en tranchant la gorge de sa mère. Il décapite la tête de Clarnell et lui arrache le larynx, le symbole ultime pour enfin la faire taire. Il va jeter le larynx dans le broyeur à déchets de la cuisine, mais celui-ci va se boucher. Et pour terminer ce massacre, il cache le corps de sa mère dans le garde-robe, pour ensuite faire le ménage de la maison. Et là, soudainement, il se met à réfléchir. Après avoir passé cette émotion de rage, il se rend compte que Clarnell va finir par être recherchée. Elle a des amis, elle a des collègues de travail, elle a un patron aussi. Et là, il se met à réfléchir au plan second. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décide d'appeler la meilleure amie de sa mère, qui s'appelle Sarah Arlett. On est donc le lendemain, le 20 avril, lorsqu'il l'appelle. Il va l'appeler dans l'après-midi pour lui dire qu'il veut faire un souper surprise à sa mère et qu'elle y est invitée. Elle va accepter, évidemment. Quand Sarah va arriver au domicile, Ed Kemper est déjà prêt. Il a une écharpe dans les mains et il va étrangler Sarah avec cette écharpe. Cette écharpe qui appartenait à Aikoko. Par la suite, il va déposer le corps de Sarah sur son lit où pendant la nuit, il va tenter d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre. Parenthèse, le médecin légiste, lorsqu'il va faire l'autopsie du cadavre de la mère de Ed Kemper, donc de Clarnell, il va inscrire sur le dossier qu'il est probable que Ed Kemper ait joué au dard avec la tête de sa mère. Par contre, Ed va toujours nier les faits. Parenthèse fermée. C'est le 21 avril, soit le lendemain, que Ed Kemper va décider de fuir la maison familiale avec la voiture de Sarah qu'il va laisser dans une station-service vers l'est. On sait que Ed Kemper va conduire 18 heures sans dormir. Il va s'arrêter que pour manger et faire le plein d'essence. Et il va également louer une voiture au moment où il va laisser la voiture de Sarah dans une station-service vers l'est. Il va se rendre à Pueblo, au Colorado, où c'est là qu'il va marcher vers un téléphone public où il va contacter le service de police de Santa Cruz, où il va commencer sa longue confession. Au départ, les polices ne le croient pas. Mais Ed Kemper va tellement bien insister que la police va se rendre à la maison de sa mère Clarnell où ils vont découvrir le massacre. Ed Kemper va mentionner que le corps de sa mère est dans le garde-robe et celui de Sarah est étendu sur son lit. Au Colorado, Ed Kemper va être emmené pour un interrogatoire où il va tout avouer dans les moindres détails sanglants, les moindres détails traumatisants et les moindres détails cauchemardesques. La police va donc extrader Ed Kemper à Santa Cruz où il va être mis en prison. Ed Kemper, tout au long de l'enquête, va grandement collaborer avec les services de police où il va aider la police à retrouver le corps de ses victimes. Il va coopérer à chaque instant de l'enquête. Tout au long du procès, Ed Kemper va être à 100% collaborateur. Il va mentionner dans les moindres détails tout ce qu'il a fait, comment il le fait et où il s'est débarrassé de ses victimes. Ainsi, il laisse aucune option à ses avocats, ni même de plaider la folie. Il n'a jamais minimisé ses actes. Il sait ce qu'il a fait, il est très conscient. Même s'il est manipulateur et même s'il aime avoir le contrôle, Ed Kemper a toujours collaboré et il va même avouer avoir tué ses victimes par vengeance contre sa mère. C'est le 8 novembre 1973 que Ed Kemper va être reconnu coupable de 8 meurtres et il va être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il va purger sa peine à la prison de Californie. Contrairement à d'autres tueurs en série, Ed Kemper n'a jamais tenté de s'échapper. Il n'a même jamais voulu sortir de prison. Il ne veut pas sortir de prison. Ici, dans cette partie de la vidéo, je vais tenter et m'attarder à comprendre la construction de la personnalité et les schémas de pensée qui ont façonné Ed Kemper. Je ne suis en aucun cas psychologue ni criminologue. Je n'ai jamais rencontré Ed Kemper, ni même parlé à quiconque l'ayant connu, ni travaillé sur son dossier. Je suis simplement une personne qui cherche à comprendre ce qui façonne l'esprit humain. 1. L'attachement. C'est durant les premières années de vie que l'attachement et la sécurité vont se développer. Avant d'aimer, le bébé va s'attacher à son parent, tout d'abord en répondant à ses besoins de base. Lorsque l'enfant pleure et qu'il a faim, on le nourrit. Lorsque l'enfant a froid, on le réchauffe. Lorsque l'enfant est fatigué, on l'endort. Lorsque l'enfant a besoin de chaleur humaine, on va le prendre dans nos bras, le bercer, l'aimer. Ici, dans le cas de Ed Kemper, on sait que sa mère Clarnell l'a toujours détesté. C'était un enfant qui n'était pas voulu. Et on peut même prétendre que Clarnell n'a jamais répondu aux besoins de base de Ed Kemper lorsqu'il était bébé. Son père était également absent, autant physiquement que psychologiquement.
Et même avant la naissance de Ed, on peut voir que le couple vivait une relation très toxique, une relation qui était faite sur de mauvaises bases. On sait que Clarnell était la figure dominante et que le paternel était la figure dominée. Avec les renseignements qui sont donnés dans la vidéo, on peut facilement prétendre qu'il y avait de la violence conjugale, donc de la mère au père, même si ça n'a jamais été conclu comme tel, de la violence verbale reste tout de même de la violence. Ed, un garçon refoulé. C'est que l'humiliation répétitive chez un enfant aura un très gros impact sur sa psyché. Incapable de se défendre face à l'autorité de son parent, l'enfant va donc développer une rage, de la colère et de la frustration et de la dévalorisation profonde. L'humiliation répétitive aura également un impact sur le plan social de l'enfant. Il sera donc incapable de lier des liens sains avec les autres, que ce soit avec des amis, avec des collègues de travail ou encore avec le sexe opposé ou encore avec les personnes du même sexe que lui. En certains cas, l'humiliation répétitive d'un parent à un enfant peut mener l'enfant à développer des comportements très agressifs et également autodestructeurs. C'est un moyen pour l'enfant d'extérioriser sa douleur face à ce qu'il vit. Dans le cas d'Ed Kemper, on voit très clairement les comportements qui sont dus à l'humiliation répétitive. Alors tout d'abord, on sait qu'à l'école, Ed Kemper n'avait pas d'amis. Il vivait également de l'intimidation. C'était quelqu'un qui se sentait tout le temps rabaissé et il était également rabaissé par les amis de l'école. Enfin, il va chercher un moyen d'extérioriser sa colère et sa frustration. Donc, on a le moment où il va décapiter la Barbie et on a également le moment où il va s'attaquer à des animaux, soit au chat des voisins, mais également le chat de la famille. Et on sait que la mère est la première figure féminine de l'homme. Je sais, dit comme ça fait très cliché, mais c'est le psychanalyste Alan Braconnier qui a dit une phrase très complète selon moi, et je cite, « Si la relation mère-fils est faite d'attachement et de séduction, elle est aussi modelée par ce que la mère y projette en matière d'idéal et par ce qu'elle transmet de son propre rapport au masculin. » Alain Braconnier, qui a également fait le profil de 5 mères et de leur influence sur la vie de leurs fils, dont un qui m'a semblé être le profil de Clarnell. Alors, on a la mère castratrice. Et je crois que je l'ai dit dans la vidéo, Ed Kemper se sentait castré et Emil Kemper se sentait castré. Alors, ce profil de mère est en guerre avec les hommes. C'est des femmes qui sont dominantes, autoritaires, violentes physiquement, psychologiquement, et elle rappelle à son fils que le seul maître ici, c'est elle. L'influence de cette mère est toxique pour l'homme à n'en devenir. Ses fils auront un comportement paradoxal, autant ils voudront les fuir que rechercher leur copie conforme. Donc là, lorsqu'ils vont se mettre à chercher une relation, ils vont souvent chercher une relation dominante-dominée. Alors là, ce sera le contraire, eux, ils deviendront les dominants et leurs compagnes devront être les dominées. Ils seront souvent violents verbalement, physiquement et vont toujours se sentir attaqués dans leur masculinité. Donc, dans le cas de Ed Kemper, évidemment, on ne va pas parler de compagne, on va plutôt parler de victime. Alors là, avec toute la rage et la frustration qu'il a vécu, il a vécu beaucoup de rejets, donc le rejet primaire, le rejet de base de sa propre mère. Ensuite, lorsque son père est parti de la famille, il s'est senti encore une fois rejeté, donc 2 rejets. Ensuite, lorsque Ed a voulu retrouver son père l'a envoyé chez ses grands-parents, c'est un 3e rejet. Et en toute partie, Clarnell a toujours rejeté son fils d'une façon ou d'une autre. Elle était toujours en train de le rabaisser, de lui dire que c'était quelqu'un d'inutile, qu'il ressemblait à son père, qu'il n'allait pas aller loin, qu'il n'avait pas sa place dans le monde. Alors là, Ed va essayer de rechercher une relation dominante-dominée. Et là, par contre, puisqu'il n'a pas de sociabilité, donc il y a un manque d'éducation face à la vie sociale, il ne peut pas lier de lien sain avec autrui, il va plutôt se chercher des victimes. Et c'est vraiment le cas qu'on voit le plus souvent dans les tueurs en série. Et c'est pour ça qu'on dit souvent « Ah ben le tueur en série a sûrement eu une très mauvaise relation avec sa mère parce que ils vont rechercher cette figure-là et inconsciemment, dans leur esprit, les femmes sont comme leur mère. Ils sont dominantes, sont méchantes et elles veulent rabaisser l'homme.
Attention ici, on est encore dans la tête d'Ed Kemper. On est toujours dans sa tête en ce moment, donc quand on parle de ses actes, on se met dans sa tête. Et je pense que dans sa tête, c'était comme ça que ça se produisait. Donc, toutes les femmes sont comme sa mère. Donc, je vais me pratiquer sur ces femmes-là qui n'ont aucun contrôle sur moi parce que je suis le dominant et elles sont les dominées. Parce que dans la relation avec ma mère, c'est moi qui est dominée, c'est elle qui est dominante. Donc, je dois prendre de l'expérience, je dois prendre de la force pour ensuite, mon dernier acte sera de tuer ma dominante. L'isolement d'Ed Kemper. C'est que Clarnell a enfermé son fils Ed Kemper dans le sous-sol où il y avait pour chambre. Et on sait que l'enfermement répétitif va faire naître chez quelqu'un un ego narcissique. Alors là, il est enfermé dans ce sous-sol, il n'a aucune sociabilité et sa mère avait pour excuse qu'elle avait peur que Ed fasse du mal à ses sœurs. On sait que Ed Kemper était au courant de ce que sa mère pensait, donc de cette peur que sa mère avait. Et là, bien évidemment, dans le cerveau d'un enfant, il ne faut pas se rappeler, là, on ne parle pas de Ed Kemper adulte, on parle de Ed Kemper enfant. Vers 8 ans, il a commencé à être isolé au sous-sol. Donc, dans la tête d'un enfant de 8 ans, lorsque sa mère lui dit qu'elle veut protéger ses sœurs de lui de peur que cet enfant fasse mal à ses sœurs, bien évidemment que dans son cerveau, dans sa psyché, ça va démontrer que Ed Kemper est mauvais. Donc, il va se mettre à croire lui-même qu'il est mauvais. Et c'est là que, à force d'être isolé, il y a cet ego-là narcissique qui va se créer en lui. Il n'y a personne pour stopper cet ego-là. Et cet ego-là va dire, ben si personne ne t'aime, alors aime-toi plus. Et c'est vraiment à partir de ça que l'ego d'un enfant va continuer de se développer jusqu'à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. C'est ça qu'on parle d'ego narcissique. D'ailleurs, on sait que Ed Kemper avait aucun outil pour remettre en question ce que sa mère lui disait. C'était à ce moment-là la seule figure parentale qu'il avait, son père, absent physiquement, psychologiquement et bon, avec un problème d'alcoolisme. Il n'était pas là pour essayer d'aider Ed, il n'était pas là non plus pour le protéger, pour le faire sentir en sécurité. Donc Ed se retrouvait seul avec sa mère, et d'ailleurs, quand son père est parti, ben, tout est retombé sur lui. Donc, à ce moment-là, évidemment que la psyché de l'enfant va se développer de façon contradictoire et de façon anormale. 4. Le manque d'empathie. On se demande souvent pourquoi les criminels n'ont pas d'empathie. En particulier ici, lorsqu'on parle d'un tueur en série. L'empathie, c'est le fait d'avoir une connexion avec les gens autour de soi, être capable de se mettre à leur place. Or, ici, dans le cas d'Ed Kemper, il n'a pas d'empathie et ça fait partie du trouble de la personnalité antisociale comme Ed Kemper avait. Et a toujours, puisqu'il est encore en vie. Donc, l'empathie va se développer entre 5 et 8 ans. À l'âge de 8 ans, l'empathie fait déjà partie de la personnalité d'un enfant. Donc, il commence doucement à être capable de se mettre à la place des autres. Or, ici, dans le contexte de Ed Kemper, il est isolé au sous-sol, fait vraiment, je pense, partie d'un des plus gros problèmes de son enfance. Il était isolé. Et il n'y a personne qui lui a démontré de l'empathie. Avec Clarnell, les émotions n'étaient jamais validées. Donc la tristesse, la colère. Il devait refouler tout ça pour essayer le moins possible d'avoir des corrections de Clarnell. Donc ses émotions n'ont jamais été validées. Il était isolé. À l'école, il n'avait pas d'amis. Donc, ce qui a fait naître un manque d'empathie. Si les gens se sont jamais mis à ma place, pourquoi moi je me mettrais à la place des autres? C'est pour ça que le manque d'empathie et l'ego narcissique sont souvent de pair. Parce que l'ego narcissique, c'est « je me moi » et l'empathie, c'est les autres. Donc, avant d'obtenir de l'empathie, ben on se dit « si personne se met à ma place, pourquoi moi je me mettrais à la place des autres? » Les deux sont très, très liés ensemble. C'est rare qu'un va sans l'autre, finalement. Et justement, puisque personne n'a d'empathie pour lui, c'est là qu'un mur va se créer entre lui et les autres. D'où le pourquoi ces gens-là ont beaucoup de difficultés ou sont même incapables de faire naître des liens sains avec les autres. Et paraphilie. Outre une enfance remplie de négligence et de violence, ça fait pas d'une personne une tueuse. On peut
avoir été négligés, on ne deviendra pas nécessairement des tueurs. Il faut que plusieurs facteurs s'additionnent, comme dans le cas d'Ed Kemper ou des tueurs en série qu'on connaît, plusieurs facteurs se sont additionnés pour que ça donne les personnes qu'ils sont devenus. Devenu tueur en série, on sait que Ed Kemper avait également des paraphilies. Mais qu'est-ce qu'une paraphilie? Les paraphilies consistent en des excitations sexuelles, soit par les objets, des situations ou encore des objectifs qui ne sont pas standardisés. Attention, ce n'est pas parce qu'on a des fantasmes qui sont hors normes que cela fait partie d'un trouble paraphilique. Il faut répondre à plusieurs critères. Alors, les critères pour que ce soit un trouble paraphilique, il faut que ce soit intense et persistant. Il faut que son intensité augmente. Il faut que cette paraphilie-là entraîne des souffrances, des déficits du fonctionnement social, professionnel et qu'elle nuise aux autres. Ici, on peut parler par exemple des enfants, des animaux ou des adultes qui sont non consentants. Les causes des troubles paraphiliques sont souvent dues à des traumatismes qui vont perturber le développement psychosexuel de l'enfant. Ici, dans le cas d'Ed Kemper, on va dénoter de la nécrophilie, qui consiste à avoir de l'attirance ou encore de l'excitation sexuelle envers un cadavre. La nécrophilie est d'abord considérée comme moralement et socialement inacceptable, tout d'abord parce que c'est dégoûtant et deuxièmement parce que c'est considéré comme un viol, le viol d'un cadavre. Là, se rapporte encore au contrôle. Pour pouvoir contrôler quelqu'un, on doit donc le séquestrer, le kidnapper. On peut utiliser alors des drogues ou encore la mort. Donc, dans ce processus-là que le tueur en série va pouvoir obtenir ce qu'il veut. D'abord, il va tuer pour obtenir le contrôle et ensuite, il va pouvoir utiliser le cadavre à des fins sexuelles sans être obligé de s'ouvrir émotionnellement, sans être obligé d'avoir de l'empathie pour la personne. Et c'est vraiment ce que Ed Kemper était incapable de faire. Il était incapable d'avoir d'empathie ou encore de s'ouvrir émotionnellement. Il y avait vraiment un mur qui était situé entre lui et les autres. Et pour obtenir une sexualité, une forme de sexualité, il devait passer par le processus de contrôle qui est donc la mort. Prédisposition génétique. Que l'amygdale qui se situe dans le cerveau est cruciale pour le traitement des émotions, comme la peur, le plaisir, l'empathie, l'anxiété et également la colère. Selon plusieurs études menées par le psychologue britannique Adrian Raim, qui a également été mentionné dans le documentaire sur Netflix L'esprit du crime, l'amygdale des criminels dangereux est donc 18% plus petit que celui d'une personne normale. Le cortex préfrontal serait quant à lui responsable de la prise de décision, mais aussi à l'arrêt de l'impulsivité. Selon les études de Johnson et Hall en 2000, mais également de Thompson et Hall en 2004, les études ont démontré une corrélation entre la réduction volumétrique et la diminution de l'activité cérébrale. On sait qu'il reste toutefois encore une évolution dans le domaine de la neuroscience, de la neuropsychologie, puis de la criminalité également, et surtout en ce qui concerne l'échantillonnage. Donc, jusqu'à présent, on a montré une corrélation entre l'amygdale, mais également le cortex préfrontal, qui sont en diminution face à une personne dite normale, qui n'est pas donc criminelle. Pourquoi on parle encore de Ed Kemper après des décennies qu'il ait commis ces crimes? Tout simplement parce que la psychologie de Ed Kemper reste encore un certain mystère. Évidemment, il a un parcours assez classique du tueur en série. Il a un parcours classique là, en ce qui concerne les négligences, mais encore les violences subies pendant l'enfance. Et on sait que même si son cerveau n'a pas été encore analysé, il y a encore la partie prédisposition génétique qui resterait à être étudiée. Après avoir travaillé 2 semaines sur l'affaire d'Ed Kemper, à vraiment me renseigner sur les études en psychologie, en neurosciences, en neuropsychologie aussi, mais également sur le développement du cerveau de l'enfant. Évidemment, on a ce qu'on appelle le libre arbitre, mais je me demande, malgré tout ça, l'environnement d'Ed Kemper aurait-il pu avoir un plus gros impact que ce qu'on pense? Parce qu'en effet, si on parle de sa mère, Clarnell, également de son père, faut pas toujours mettre ça sur la faute de la mère non plus, on voit que lorsqu'elle met
Ed Kemper au sous-sol par prévention, n'est-elle pas en train de créer un garçon qui va manquer de confiance en lui, qui n'aura pas de bonnes relations? Est-elle pas en train de façonner son histoire sans même le savoir? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais puisque on n'a pas deux Ed Kemper et on n'a pas deux histoires qui sont complètement différentes. Ce que je veux dire, c'est que si Clarnell n'avait jamais mis Ed Kemper au sous-sol, qu'elle lui avait donné de l'amour, serait-il devenu le tueur en série qu'on connaît? Est-ce que sans même le savoir, Clarnell a façonné le tueur en série que Ed Kemper est devenu? Encore une fois, on est plongé dans sa tête en ce moment. On voit la vie selon le regard d'Ed Kemper. Parce qu'en fait, il l'a même dit, il a assassiné ses victimes pour se venger de sa mère. Mais si sa mère ne l'avait pas mis au sous-sol par prévention, que serait-il devenu? Sans oublier les victimes qui, si elles n'avaient pas croisé Ed Kemper, auraient sans doute eu une belle vie, auraient peut-être pu se marier, avoir des enfants, avoir des projets de vie, voyager, auraient pu profiter pleinement de leur vie. Et évidemment, dans ce genre de contexte-là, c'est toujours assez touché de parler de tueurs en série parce que on a beaucoup d'informations sur le tueur en série, mais tellement peu sur les victimes. Avec ce genre de sujet, je veux revenir sur les bases de ma chaîne, fouiller le passé pour mieux comprendre le présent et pour mieux appréhender le futur. Éduquer sur ce genre de crime et ce qui façonne celui qui le commet pour mieux s'éduquer, éduquer les générations futures, celles qui prendront un jour notre place. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de la psychologie, mais également sur mes recherches que j'ai faites sur Ed Kemper. Est-ce que je vous ai appris quelque chose? Également, je pense que la résilience fait partie de ceux qui ont eu une enfance terrible, mais qui aujourd'hui ne sont pas devenus criminels. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!